Afro-réalité dossier spécial. L'émancipation des afrodescendants, première partie. Mahoro, salam, chers auditeurs et auditrices. Vous êtes habitués à mes salutations de paix africaine. Bienvenue à Afro-réalité. Chronique Romy Ménage, Brise Tabou et Casse Mentalité. Liberté que nous aimons, toi, liberté que nous voulons. C'est un autre miroir aux alouettes, au même titre que le mois de l'histoire des Noirs, au même titre que la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine, 2015-2024. Et voilà, une autre journée, une autre semaine, ou un autre mois, je ne sais plus. En tout cas, c'est ce genre de célébration que on a inventé pour berner les afrodescendants ou carrément se moquer de leur intelligence. Sois notre espoir et notre force, sois notre joie, notre bonheur, nous pourrons chanter chaque jour plus haut, chanter chaque jour plus loin, chanter joyeusement cette hymne de foi. Liberté, liberté, je crois en toi. La journée de l'émancipation des Noirs, décrétée par la Chambre des communes du Canada en 2021. Qu'est-ce que cela peut évoquer? Est-ce qu'ils sont émancipés, les afrodescendants? Faut-il vraiment célébrer? Quels sont les tenants et les aboutissants de cette émancipation qui a l'air exclusive aux afrodescendants? Il faut d'abord commencer par la définition des choses. C'est quoi l'émancipation? Google a répondu à ma question par deux sens. Le premier sens, selon Wikipédia, en droit civil, l'émancipation est un acte par lequel une personne mineure se dégage de toute autorité de la part de ses parents à la demande de ces derniers. Deuxième sens, selon le dictionnaire Larousse, action de s'affranchir d'un lien, d'une entrave, d'un état de dépendance, d'une domination, d'un préjugé. Avec des exemples, l'émancipation de la femme, le mouvement d'émancipation des colonies. Et je retiens cette dernière définition puisqu'on parle ici de l'émancipation d'un groupe social, précisément l'émancipation des afrodescendants. Qu'est-ce qu'on comprend par ça? Contre le racisme et la brutalité policière en lien avec ce décès tragique de l'Américain George Floyd. 8 minutes, le genou appuyé contre la gorge de George Floyd, qui implore poliment d'ailleurs le policier de le laisser respirer. Au Pontigny, au dimanche dernier, un homme a été abattu par des policiers. Un incident qui a fait couler beaucoup d'encre dans les médias. C'est aussi un sujet de... C'est sûr qu'il y a deux choses. Il y a le racisme ordinaire et il y a le racisme systémique. Puis, encore une fois... C'est mon cri du cœur, une protestation si vous voulez. Aidez-moi à interpeller nos communautés respectives. Disons haut et fort qu'il y a une cause qui nous interpelle tous dans cet assassinat crapuleux de Jean-René Junior et que cette cause est trahie par le silence quasi approbateur, trahie par l'opportunisme ou simplement trahie par notre lâcheté collective. Vous avez bien dit. En fait, c'est un rassemblement, premièrement, pour demander justice pour Junior qui a été tué l'année dernière par la police de Repentigny. Et c'est aussi un rassemblement pour commémorer le jour de l'émancipation. L'année dernière, le Parlement canadien a voté à l'unanimité pour que le 1er août de chaque année soit comme commémoré comme
la journée ou le jour de l'émancipation partout au Canada. Alors, on va commémorer ces deux événements, le jour de l'émancipation et l'anniversaire ou la mort de Junior tué par la police. J'avoue que j'étais sous le choc quand Pierre-Richard Thomas de la CAI Média mentionnait cette malheureuse coïncidence. C'est vraiment de l'ironie que l'on parle en 2022 de l'émancipation des afrodescendants dans un contexte où ces afrodescendants font toujours l'objet du racisme systémique, du profilage racial et vivent collectivement dans la peur d'être gratuitement tués par un agent de police, chose courante en Amérique du Nord. Bon, on écoute toujours Pierre-Richard Thomas. Effectivement, dans plusieurs autres pays, on se rappelle de ces gens-là qui ont vraiment mené une bataille pour l'indépendance dans plusieurs pays, ou pour l'abolition de l'esclavage et pour la lutte des droits des Noirs dans d'autres pays. Mais cette commémoration, au moment où les afrodescendants se plaignent partout, toujours du profilage racial, de la discrimination raciale, vous avez mentionné ça. Est-ce que l'émancipation est une réalité ou un vœu pieux? C'est sûr que on doit, nous, comme cette génération, de mener notre bataille. Nos pères et nos mères ont mené une bataille dépendamment des lieux du pays, etc. Que ce soit dans les Caraïbes pour l'indépendance de certains pays comme Haïti, ou pour la reconnaissance des droits des Noirs aux États-Unis. Nos pères ont mené beaucoup de batailles pour nos droits, mais nous, on doit mener, maintenant c'est notre moment de mener une bataille pour que nos enfants, dans les 50-100 prochaines années, l'échéance de 100 ans, pour que nos enfants ne mèneront pas la bataille qu'on mène aujourd'hui. Si des gens comme Toussaint Louverture et autres n'avaient pas fait cette bataille, assurément on pourrait encore en esclavage. Effectivement, l'émancipation n'est pas vraiment totale, et malgré pendant que en 1838 l'Angleterre a aboli l'esclavage, mais ils imposaient aux esclaves de continuer à travailler pour leur maître pendant 4 à 6 ans. Dans 50-100 ans, pour obtenir l'émancipation totale, par quel moyen d'ailleurs? L'émancipation n'est pas un cadeau qu'on reçoit d'un ami. L'émancipation est arrachée au prix même des sacrifices. Alors, je pense que fixer une échéance de 5 à 10 décennies pour s'émanciper, c'est juste un aveu d'échec. La génération présente n'a pas de couilles et n'a pas de courage pour être précis. Elle a baissé les bras et les afrodescendants ont carrément renoncé à leurs droits. Et surtout, ce qui est dangereux, ils ont renoncé à leur dignité. Le racisme à la base duquel l'émancipation passe pour une fiction n'est pas un enjeu pris au sérieux à tous les niveaux. Écoutez les propos de nos deux premiers ministres, Justin Trudeau du Canada et François Legault du Québec, au sujet du racisme systémique. Nous avons de la discrimination systémique, ce qui veut dire que nos systèmes, nos institutions, les mesures, tout ce qu'on a en place ne traite pas de la même façon les Canadiens d'origines diverses. On a malheureusement au Québec des gens qui sont racistes dans toutes les parties de notre société, puis il faut lutter contre le racisme. Mais la grande majorité des Québécois
sont pas racistes. C'est dans ce sens-là que je dis, il n'y a pas un système en place qui fait qu'on s'organise pour discriminer. Sur la question du racisme systémique ou racisme tout court, les deux premiers ministres fédéral et provincial sont aux antipodes. Mais comment l'émancipation des afrodescendants est-elle perçue chez les uns et les autres? L'honorable Greg Fergus, député afrodescendant à la Chambre des communes, représentant de Hall-et-le-Maire en Outaouais. Greg Fergus, c'est seulement en 2021 que la journée de l'émancipation a été décrétée par la Chambre des communes. Pouvez-vous nous expliquer pour quelles raisons? Mais vous savez, en 1834, il y a maintenant 188 ans, le Canada, où effectivement l'Empire britannique avait déclaré illégal l'esclavagisme dans les territoires de l'Empire britannique. Mm-hmm. Alors, on a célébré, après 2 siècles d'esclavagisme des Noirs, des Autochtones, et puis c'est quelque chose à célébrer. Cela veut dire qu'il faut célébrer après 2 siècles. Est-ce que cette émancipation est bien totale? On a célébré, mais il faut aussi noter qu'avec l'émancipation, on n'était pas tout à fait libre. Il y avait toujours des conséquences, des séquelles où les Noirs, les Autochtones ont été traités comme des citoyens de 2e classe. Et il y avait plusieurs obstacles très formels et aussi informels qui existaient. Par exemple, pour avoir le titre de votre terrain, de votre droit à avoir votre immeuble, et ça, c'était quelque chose qui était très rarement qui a été accordé aux Noirs, aux Autochtones. Et si on n'a pas le titre légal à notre terrain ou à notre immeuble, c'est difficile à créer de la prospérité intergénérationnelle. On a vu, on sait bien que cela existait aux États-Unis, mais peu de personnes savent que ça existait au Canada. Il y avait un type de dénotation des certains quartiers, comme des quartiers des Noirs. Alors, les institutions financières n'offraient pas des hypothèques ou n'offraient pas de financement ou des prêts pour apporter des améliorations à ces places-là. En anglais, on appelle ça le redlining. À l'intérieur d'une certaine délimitation qui était écrite avec un feutre rouge sur une carte, on ne prêtait pas de l'argent. On a, soi-disant, gaspillé l'argent des institutions financières dans ces quartiers-là que personne ne va acheter une maison. Et on peut dire que le redlining est maintenant over, fini, terminé? Oui, espérons que ça c'est le cas. Sinon, ils vont faire face à des lois et des pénalités très sévères. Et aussi la réprobation approbation du grand public, parce que cela n'est plus acceptable. Y a-t-il eu récemment, disons, une loi, je ne sais pas quelle formule a été utilisée pour dire qu'il y a une nouvelle façon de faire? Mais vous savez, en Nouvelle-Écosse, il y avait tout récemment des jugements qui ont démontré que les Noirs devront être accordés des titres de leur terrain, de leurs immeubles, sur des terrains qui appartenaient dans des familles depuis des générations. Ça, c'est très important d'avoir ça. Mais aussi, je pense que les institutions financières sont très sensibles à leur réputation, parce que plusieurs études démontrent que quand vous faites une évaluation de votre propriété, si vous êtes noir, votre évaluation est inférieure
que si vous vous présentez comme un blanc avec le même propriété. Alors, ça, c'est la raison pour laquelle je pense que plusieurs institutions financières reconnaissent et qui participent, qui ont des projets maintenant et des programmes pour aider des entrepreneurs noirs pour corriger le tir du passé. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation pour qu'on puisse aller dorénavant ensemble dans une société qui refuse de perpétuer ces injustices? Il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Et ça commence avec la reconnaissance de cette situation, la reconnaissance de l'existence du racisme systémique et de dire qu'on peut faire mieux. Et moi, je suis fier de faire partie d'un gouvernement qui a mis non seulement qui ont récité des belles paroles pour reconnaître cette existence, mais aussi de mettre des fonds très concrets, de l'argent pour appuyer les entrepreneurs noirs, de mettre l'argent pour reconnaître et pour aider les Noirs à avoir accès à leur premier immeuble, première propriété, de mettre l'argent pour appuyer des groupes communautaires qui travaillent avec les communautés noires pour encore créer un meilleur avenir, parce qu'on sait bien que quand la communauté noire canadienne fait bien, tous les Canadiens en sortent gagnants. Money, money, money plus, money plus. Des millions de dollars investis, oui, mais est-ce qu'on peut affirmer qu'un groupe d'individus peut s'émanciper par moyen de l'argent? Et si plutôt l'argent servait à corrompre les esprits et à museler les lanceurs d'alerte? Marc Stanley Bazin est président de la Ligue des Noirs du Québec. Il reconnaît que l'émancipation des afrodescendants est loin d'être une réalité, mais il est dans la même logique d'identifier l'émancipation dans l'argent investi par les gouvernements dans les communautés afrodescendantes. Je n'irais pas jusqu'à dire qu'ils ont besoin d'émancipation, parce que regardez, on est, a priori, on est libre de faire ce qu'on veut, quand on veut. C'est une liberté qu'on a, du moins, et là je parle de tous les citoyens canadiens, vous comprenez? Par rapport à ça, c'est qu'il y a certains obstacles qui sont certains obstacles humains. Donc, vous avez sur papier, vous avez une liberté, vous pouvez faire ce que vous voulez et tout, mais comme dans tous les pays du monde, il y a certains obstacles, il y a certaines choses qui arrivent qui font en sorte que vous n'avez pas nécessairement accès à la pleine égalité, vous n'avez pas nécessairement accès aux mêmes choses, aux mêmes chances que tout le monde, là. Donc, c'est une réalité. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la Ligue des Noirs du Québec existe. Et c'est pour ça qu'on fait des revendications, qu'on s'adresse au gouvernement tant fédéral que provincial. Et on mène des actions sur plusieurs fronts, parce qu'il faut se l'avouer, il y a une réalité qui est là, du fait justement de l'esclavage, est né plus tard le racisme moderne qu'on connaît ici aujourd'hui. Et ce racisme-là s'exprime sous plusieurs formes. Il y a une forme individuelle, il y a une forme systémique. Et nous, à la Ligue des Noirs du Québec, on tente de lutter de la manière la plus efficace possible pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait un changement. Le gouvernement du Québec ainsi que le gouvernement fédéral fait des investissements, à savoir il donne de l'argent, il donne des fonds aux afrodescendants pour faire des projets pour lutter contre le racisme. Est-ce que le gouvernement devrait justement regarder pas à pas qu'est-ce que les afrodescendants à qui il a donné de l'argent font ou non au niveau de la gestion? Je pense pas nécessairement. Donc, ce que je dis, c'est que le gouvernement, plutôt au fédéral et au provincial, ils ont donné de l'argent, ils continuent d'ailleurs à en donner, ils ont donné un investissement. Donc, c'était pour lutter contre le racisme, entre guillemets, au niveau fédéral,
de mémoire, je crois que c'était 45 millions. Il y avait une grande fourchette. Je pense que ceci dit tout. Est-ce que la Ligue des Noirs du Québec est un groupe d'oppression ou une partenaire des gouvernements en charge d'endormir ou voire museler toute la communauté afrodescendante? En effet, le président de la Ligue des Noirs n'aime pas du tout qu'on critique les gouvernements sur les questions du racisme. Ça, on y reviendra plus tard. Quels principes la Ligue s'est-elle fixé spécifiquement pour concrétiser l'émancipation des afrodescendants? Quelles sont les réalisations ou même les projets à l'actif de la Ligue dignes d'être considérés comme le socle de cette émancipation? Car ce n'est pas parce qu'on a donné aux afrodescendants de l'argent que ces derniers doivent s'estimer émancipés. Ce n'est pas parce que certains afrodescendants ont obtenu des faveurs pour s'enrichir, ce n'est pas parce qu'ils ont été érigés au rang de maire, de députés ou de ministres et autres postes par la fameuse discrimination positive, encore un autre racisme systémique, qu'ils doivent s'estimer émancipés. Le député France Benjamin du Parti libéral du Québec a répondu à mes questions sur ce sujet. En effet, l'émancipation n'est jamais propre aux individus, mais une condition vécue collectivement. Franz Benjamin estime qu'il faut poser le bon diagnostic pour identifier les obstacles à l'émancipation des afrodescendants, ajoutant qu'un dialogue est nécessaire au sein des communautés d'une part et entre communautés d'autre part. Le député d'Ovio pour le Parti libéral du Québec a indiqué que la journée de l'émancipation doit être plus une occasion de réflexion que de célébration. Alors pour nous, ça devait être une journée pas seulement de célébration, mais surtout avant tout de réflexion. Parce que si on doit parler d'émancipation en lien avec l'abolition de l'esclavage, il va sans dire, mais encore aujourd'hui, les afrodescendants vivent beaucoup d'une part les séquelles de l'esclavage, d'autre part les séquelles de la colonisation. Et encore aujourd'hui, il y a beaucoup d'afrodescendants, beaucoup de communautés afrodescendantes qui ont gardé les stigmates justement du colonialisme. Et par conséquent, nous avons besoin de poser le bon diagnostic, nous avons besoin de faire une sérieuse analyse intracommunautaire à l'intérieur de nos communautés, mais nous avons aussi, à côté de ce dialogue intracommunautaire entre afrodescendants que nous avons besoin d'avoir, nous avons aussi besoin d'établir un véritable dialogue d'égal à égal entre la société dans son ensemble et les communautés afrodescendantes afin de voir quelles... M. Benjamin a précisé que l'émancipation est un bon collectif et non un fait de réussite individuelle. Il a dit que les indicateurs de l'émancipation se fondent essentiellement sur la réussite collective en économie, en éducation et sur l'accès à la justice. Pour moi, je vois l'émancipation comme un geste collectif et non pas des gestes individuels. Okay. On pourrait parler longtemps de réussite individuelle. Nous avons toujours eu des hommes noirs, des femmes noires qui réussissent individuellement dans toutes les disciplines, que ce soit dans la science, dans la littérature, dans la culture, dans la musique, dans le sport, dans l'économie. Nous avons toujours eu des femmes et des hommes qui réussissent individuellement. Mais l'émancipation, c'est ce geste collectif où un groupe d'hommes et de femmes, de nations, de sociétés, arrivent à faire un bond sociétal pour leur permettre d'avoir une prise sur leur avenir collectif. Et cette prise-là, c'est une prise qui ne serait pas dirigée par des mains extérieures, des mains externes. Et c'est là qu'on peut parler de véritable émancipation. Pour moi, les indicateurs, probants, où on va pouvoir parler d'émancipation, ce sont les indicateurs économiques collectifs, le taux de chômage, c'est le taux de diplomation, c'est l'accès à la justice. Au Madonk où quelques-uns de mes congénères seront émerveillés par le miroitement des privilèges accordés par la discrimination positive, au point de se croire non concernés par l'enjeu du racisme, beaucoup d'autres se disent que le contrôle du pouvoir par les afrodescendants est le synonyme de l'émancipation. Que nenni, pas du tout. On n'a pas besoin d'argent ni de pouvoir pour s'émanciper.
Les afrodescendants ont cru s'émanciper quand la révolution industrielle britannique a sonné le glas du commerce transatlantique des esclaves il y a pratiquement 2 siècles. Sur leur continent, les Africains ont à leur tour cru s'émanciper quand, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les Américains ont révolutionné le système de colonisation. Afrodescendants propriétaires terriens, afrodescendants maîtres dans leur nation, avec des armées et la police, avec leur monnaie nationale. Avec tout ça, ils ont naïvement cru à l'émancipation. Mais de quoi franchement faut-il être fier, chers frères africains? Y a-t-il une seule nation africaine, une seule nation d'afrodescendants gérée par les afrodescendants qui n'est pas un shithole country? Shithole country, c'est la terminologie qui a été utilisée par l'ancien président américain Donald Trump, qui signifie pays de merde. En d'autres termes, ce sont des pays désarriérés. Donald Trump serait un homme à tous les défauts, sauf l'hypocrisie. Shithole countries ou pays de merde, zéro émancipation. Dans ces pays de merde, les marionnettes placées au pouvoir par les impérialistes s'enrichissent et enrichissent leurs familles. Ces marionnettes assassinent les intellectuels de leur pays, envoient les dissidents à la prison ou à l'exil. Alors, zéro émancipation. Voilà donc pour aujourd'hui. Le dossier spécial d'Afro-Réalité se poursuivra à la prochaine émission pour analyser les obstacles à la véritable émancipation des Afro-descendants. Comme d'habitude, Ismaël Bonigaba à la présentation. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous à merveille.